Partir sur la culture, est-ce que c'est inné ou c'est acquis? Et donc effectivement, toute la question de l'inné ou de l'acquis dans la culture, c'est la question donc de l'opposition entre l'essentialisme et le constructivisme. Et donc ça, c'est l'élément qui va nous permettre d'aller ensuite sur la politique et sur les clivages politiques. Et donc du coup là, on l'a vu sur les notions de culture nationale, les questions de, voilà de psychologie ou de personnages stéréotypés qu'on voit dans les séries. En fait, toute la problématique de la culture, c'est que beaucoup de gens, dans le discours médiatique ou voilà, dans un peu, les brèves de comptoir, qu'on entend, vont, défendre l'idée que, voilà, il y a un peu, une forme d'inné dans la culture. Tu nais dans un pays, donc tu es imprégné par cette culture et tu es, responsable de cette culture, donc tu dois t'en sentir, solidaire et donc ça, cette première vision un peu particulière, de la culture qui, d'une certaine manière, en fait, empêche aux individus de choisir ou d'être on va dire, de faire un pas de côté par rapport à la culture. Parce qu'on dit: «La culture s'impose aux gens». Il y a une culture, qui est la culture, dans la famille dans laquelle on a grandi. Il y a la culture du pays dans lequel on a grandi. Il y a la culture de la religion dans laquelle on est éduqué ou de la non-religion dans laquelle on est éduqué et donc en sortir, c'est trahir, en fait. Et donc du coup, toute cette vision-là d'une culture qui serait innée et qui serait pas acquis, donc qui serait pas quelque chose qui, en fait, ne serait pas tout temps et toute éternité, qui donc serait critiquable, et qui pourrait évoluer, c'est ce qu'on appelle l'essentialisme. C'est-à-dire que les choses ont une essence, qu'on ne peut pas dénaturer cette essence et toute personne qui chercherait à dénaturer cette essence reviendrait en fait, voudrait, pervertir la nature des choses et se fourvoierait. Et donc, il reviendrait, aux personnes garantes de, la vérité des choses, d'amener les brebis égarées dans le droit chemin ou, de leur montrer l'erreur pour, voilà, les faire devenir des gens normaux. Voilà, qui se conforment, aux codes sociaux et à ce qu'on attend d'eux. Et donc du coup, l'essentialisme, c'est, quelque chose de très important à comprendre parce que c'est la manière, de raisonner à la base, de la droite. C'est-à-dire qu'un discours de droite va toujours partir de postulats essentialistes. Ça va être: «La France est un pays de culture chrétienne, donc c'est un pays chrétien, donc la religion chrétienne y a une place différente des autres religions». Ça va être, l'homme est né comme ça et la femme est née comme ça, donc il est normal que l'homme, voilà, travaille pour, nourrir sa famille, tandis que la femme fasse le ménage et élève les enfants. Il n'existe que, l'homme et la femme, il n'existe pas d'autres genres, l'hétérosexualité est la normalité puisque le but de l'humanité est de se reproduire comme tout mammifère. Ce qui d'ailleurs est complètement faux puisqu'on sait qu'il y a un certain nombre de mammifères qui n'ont pas que des rapports hétérosexuels, mais bon ça c'est, voilà, un autre élément, qui joue en faveur du fait que l'essentialisme ne repose pas sur la science. Donc l'essentialisme, ça repose sur des abstractions et ça repose sur, voilà un peu des postulats qui s'imposent et qui en fait doivent être vus comme comme des absolus et les critiquer, ce serait, en fait, succomber, à des dérives, d'une nouvelle, pensée, voilà, souvent importée des États-Unis, souvent l'argument qui est donné. Parce que voilà, évidemment, importer des États-Unis, c'est une perversion puisque ça vient de l'extérieur, alors que nous devons défendre une culture française parce qu'elle est pure et véritable. Voilà, donc ça, c'est toujours ce qui est véhiculé derrière, l'idée d'essentialisme. Donc ça, voilà, c'est important de le garder en tête parce que souvent, même les gens qui l'utilisent se rendent pas compte. Par exemple, quand on va dire: «La nature humaine, c'est la compétition», bah, le seul fait qu'on dise la nature humaine, il faut voilà, c'est un élément, c'est un avertissement sur le fait que ce qui va être dit ensuite n'a pas de valeur scientifique, puisque la science ne prouve pas la nature humaine. Elle essaie juste d'analyser le social et les rapports sociaux et donc si la compétition, c'était, le propre, de la nature humaine, en fait, on ne pourrait pas vivre en société, donc en fait, la société ne pourrait pas exister. Puisque même dans les rapports de domination, il faut de la coopération qui, du coup, dans un rapport de domination, repose sur la soumission et la docilité. Donc voilà. Donc c'est pas un rapport de compétition, même si c'est un rapport de domination. C'est un rapport d'assujettissement dans la coopération d'une tâche. Et donc ça, c'est différent. La compétition, elle se fait entre aristocrates, par exemple, dans le monde féodal.
mais elle se fait pas, par rapport, aux personnes, qui vont être considérées comme, les subalternes et les subordonnés de l'ordre social. Et donc du coup, donc la définition que je donne, c'est qu'il existe une nature humaine et les êtres humains ne peuvent pas se détacher de celle-ci. Et donc voilà, on a toujours cette idée que la nature humaine, elle est invoquée pour dire que l'humanité est mauvaise, qu'il faut une autorité qui l'empêche de sombrer dans le chaos, qui justifie Dieu aussi, puisque comme l'humanité est mauvaise, il faut que Dieu existe, ou bien, comme l'humanité est mauvaise, si l'humanité existe toujours, c'est parce que Dieu est là. En fait, le problème est pris à l'inverse, c'est-à-dire on part du postulat que l'humanité est mauvaise pour justifier ensuite Dieu. C'était ce que Philippe Guéluc disait lorsqu'il disait, voilà: «Dieu a créé l'homme et pour le remercier, l'homme a créé Dieu». Voilà, c'est un peu cette idée-là. Et donc ensuite, voilà, l'homme doit être l'homme doit être fort et cetera. Et donc ce discours-là, il y a quelqu'un, voilà, de très connu qui aujourd'hui a une actualité qui, voilà, pour une fois change, de ses polémiques et qui, l'incrimine, personnellement. C'est, donc la polémique autour d'Éric Zemmour qui, j'ai découvert aujourd'hui, avait des propos sur le fait que l'homme, a une nature, voilà, prédatrice, et que c'est grâce à ça qu'il a pu créer le pouvoir, la puissance et voilà, la civilisation en fait, et que la femme est faite pour être aimante et fidèle et qu'elle est possessive, ce qui est pas le cas de l'homme, donc ça justifie, les rapports, sociaux entre les hommes et les femmes et qui ne doivent absolument pas être considérés comme égaux puisque ça reviendrait à, en fait, détruire, toute la construction, de l'humanité, de tout temps. Voilà. Donc évidemment, l'humanité de tout temps, c'est quelque chose d'un peu, fantasmatique, hein, pour ces gens-là. C'est pour ça que, historiquement, ce qu'ils disent n'est pas valable et surtout, ne prennent pas en compte les expériences en dehors du cadre qu'ils analysent. Donc par exemple, toutes les civilisations qui ne n'ont pas été construites sur ces postulats-là, ne sont pas prises en compte. Voilà, donc pour en prendre un qui aime bien les gens d'extrême droite, les Vikings, bah, voilà, les Vikings, les femmes, elles avaient le droit de se battre et elles étaient guerrières comme les autres, hein. Et donc du coup, nous allons ensuite partir sur la French Theory et ses suites, parce que ça, c'est quelque chose de très important et qui renvoie à ce que je disais, les idées importées des États-Unis, n'est-ce pas? Qui nous empêchent d'avoir une vraie pensée française. Alors déjà, qu'est-ce que c'est la French Theory? La French Theory, c'est une expression qui est utilisée, aux États-Unis, dans le monde, universitaire en général, mais aussi par les gens du coup, plus récemment qui critiquent, cette vision, là des choses, qui vise à, donc établir face à la logique essentialiste, une posture, constructiviste. Et donc le constructivisme, c'est ce qu'on va voir après, c'est la posture défendue par la French Theory. Et donc la French Theory, elle commence, en fait avec Simone de Beauvoir, avec, son ouvrage, le 2e siècle, le 2e siècle, sexe, putain, j'ai eu du mal. Le 2e sexe qui paraît, il me semble, en 1949, ouais, c'est ça, le 2e sexe. Et donc dans cette approche donc de Simone de Beauvoir, il y a cette idée que la construction des rapports entre l'homme et la femme ont été construits par la société, et en fait elle va, voilà, développer la notion de patriarcat, tel qu'on, l'entend aujourd'hui, autour de construction des rapports sociaux, entre l'homme et la femme, établis sur, des oppositions et sur, des logiques, de domination. Et donc Simone de Beauvoir donc réhabilite, la théorie marxiste pour, en fait, apporter un nouveau regard sur, les rapports de genre. Et donc à sa suite, on a, ensuite, voilà, Michel Foucault et Pierre Bourdieu qui sont à peu près contemporains, à la fin des années 60, qui vont, tous les 2 développer, des idées qui vont être beaucoup reprises, aussi aux États-Unis. Michel Foucault autour de la prison, de la notion du contrôle social, de la notion des institutions, de l'idée de biopouvoir, donc la construction d'un pouvoir qui, d'une certaine manière, en s'essentialisant et en se présentant comme naturel, s'impose aux individus et en fait, empêche toute contestation sociale. Et Pierre Bourdieu, lui, voilà, le développement de toute la sociologie, construite sur, l'opposition entre dominant et dominé, sur l'idée que la culture est un moyen d'imposer, voilà, des reproductions sociales, que, on est, pétri de déterminismes desquels il faut se départir et que ces déterminismes sont aussi l'une des raisons pour lesquelles on pense de manière essentialiste et pas constructiviste. Puisque comme on a l'impression qu'on a connu que ça, on pense que c'est la vérité, sans même voir que si d'autres
ont, grandi dans d'autres contextes et pensent différemment, ça montre bien qu'il y a pas de déterminisme, enfin il y a pas d'essence humaine, mais il y a un déterminisme social, ce qui n'a rien à voir. Parce qu'on peut sortir du déterminisme social, même si c'est très difficile et que ça, c'est une autre notion développée par, Pierre Bourdieu. Il y a un habitus, c'est-à-dire un ensemble de voilà, de tout un inconscient de notre manière de nous comporter qui va rester et qui va demeurer et donc ça peut se manifester de différentes manières, mais l'une des manières qui me semble les plus caractéristiques, c'est, la manière de parler et l'intonation, en fait, dans la voix et donc on le voit, si vous, passez d'une radio à une autre, France Culture ou Radio Classique, on voit que les gens qui parlent, voilà, c'est pas des prolos et ça, je pense que rien que l'intonation le montre. De même que France Inter, la manière de parler, on voit que c'est des Parisiens parce qu'il y a une manière il y a un peu une espèce de gouaille, je dirais, avec un ton, un peu arrogant, narquois, qui se dégage de la manière, on va dire, assez, assez habituelle de parler des éditorialistes et des chroniqueurs sur France Inter qui se retrouvent, de Demorand à Meurice ou à d'autres et qui, voilà, montrent aussi un déterminisme social duquel il est difficile de se départir et si on prend un personnage, voilà, qui a un phrasé extrêmement bourgeois, Emmanuel Todd, lui-même l'a avoué, qu'il était impossible pour lui de parler autrement que de sa manière de parler et du coup, ça fait que, bah, évidemment, son discours et ça m le public auquel il renvoie, malgré, son discours qui est très proche, par exemple, d'un François Ruffin et ben, il va pas, parler, aussi facilement aux gilets jaunes que François Ruffin parce que François Ruffin a pas aussi la même manière de s'exprimer et ça voilà, ça joue sur, la manière dont on perçoit le monde social toute cette théorie-là va ensuite, voilà, infuser et permettre le développement à partir des années 60 et de tout ce qu'on appelait le courant de la New Left, d'une nouvelle réflexion, aux États-Unis, construite sur un certain nombre de notions qui aujourd'hui sont très importantes, la notion du genre, la notion de l'intersectionnalité, la notion, voilà des luttes, de toute la question de la lutte antiraciste, en particulier par Black Panther, qui s'est, réapproprié tous les travaux anticolonialistes, d'Aimé Césaire et de Frantz Fanon, donc qui ont développé toutes leurs théories, marxistes, en France. Et donc parmi ces figures, l'une des plus connues et des plus représentatives, c'est Judith Butler qu'on voit, voilà, tout en haut, en couleur, en haut à droite et qui, donc a beaucoup participé à la constitution de la pensée de la gauche radicale autour des questions de genre, autour des questions, d'intersectionnalité plus généralement. Et donc voilà. Ce on voit en bas 2 autres, personnages, très importants. Le premier c'est, Geoffroy de Laganerie que je présente en premier parce qu'en fait, il est pas très connu, et qui, voilà, a participé à pas mal de luttes, dont, Justice, voilà, La vérité pour Adama et qui, en fait merci. Et qui en fait, lui, a essayé de, réhabiliter la sociologie bourdeusienne, mais en l'intégrant aux nouvelles problématiques de la gauche radicale, notamment en matière d'intersectionnalité voilà et de questions de lutte antiraciste et évidemment le dernier personnage, que tout le monde connaît je pense ici, c'est Assa Traoré avec son t-shirt «Justice pour Adama» qui, est, l'exemple en fait du retour de la French Theory, par le biais, des, penseurs